Dans cette vidéo sur la défense des végétaux, nous allons parler des résistances. À la fois des résistances des végétaux par rapport aux bioagresseurs, mais également des résistances des bioagresseurs par rapport aux produits de traitement. Dans un premier temps, nous allons traiter donc le principe de la résistance. Donc imaginez, on a une population de bioagresseurs, qui sont tous différents, ce que permet la reproduction sexuée et les mutations. C'est-à-dire que voilà, entre chaque individu, il existe des petites différences génétiques. Et lorsqu'on va utiliser un insecticide, eh bien, en fait, seuls les individus naturellement résistants vont survivre. Voilà, par exemple, ce sont uniquement les individus verts. À noter que ce n'est pas l'utilisation de l'insecticide qui les rend résistants. L'insecticide ne fait que les sélectionner. Il l'était avant. Et ça, c'est dû évidemment au hasard. D'accord ? À la génération d'après, tous les individus proviennent de ces individus survivants. Donc, toute la population est résistante et l'insecticide, si ce sont des insectes, devient complètement inefficace. Alors, on va voir justement quels sont les différents types de résistance qui existent. Et il faut bien se dire que, en ce qui concerne les populations de bioagresseurs par rapport aux produits de traitement, le principe, c'est la sélection naturelle. Ici, le produit de traitement est un moyen d'exercer une pression sur une population. En ce qui concerne la résistance des végétaux par rapport aux bioagresseurs, on ne laisse pas faire la nature. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus vite pour trouver des variétés résistantes. Et dans ce cas-là, c'est l'humain et le sélectionneur surtout qui va intervenir pour essayer d'avoir les individus les mieux adaptés et ceux qui développent une résistance naturelle justement aux bioagresseurs. Il existe donc différents types de résistance. Alors ici, pour la représentation, notre bioagresseur par rapport à notre plante ou notre substance active de traitement phytopharmaceutique par rapport à notre bioagresseur seront représentés par ce gros point rouge. Et donc, à chaque fois, cet élément-là, contre lequel l'organisme devient résistant, agit toujours sur une cible. Eh bien, il existe dans un premier temps des résistances qui sont liées directement à cette cible. Il en existe deux. Donc, nous allons traiter la première. Donc la première, c'est notre cible. Vous voyez qu'ici, normalement, voilà, la cible et bioagresseur aux substances actives correspondent parfaitement, parce que le petit rond s'emboîte bien dans la partie verte. Eh bien, il suffit tout simplement de changer la cible. Et donc, cette première mutation s'appelle la modification de la cible. Donc, de ce fait, le bioagresseur ne peut plus rentrer dans la plante, si c'était le cas, et la substance active ne peut plus agir sur le bioagresseur. Alors, il existe plusieurs exemples de ce type de ce qu'on appelle modification de la cible ou mutation de la cible, c'est l'autre nom qui existe, ça veut dire la même chose. On a par exemple les plantes OGM qui sont dites Roundup Ready, c'est-à-dire qui sont résistantes au Roundup ou glyphosate. En fait, le glyphosate va agir sur une enzyme qui s'appelle le PSP et qui permet la synthèse des acides gras normalement dans une plante. Eh bien, le Roundup, en fait, il va dégrader justement cette enzyme et donc la plante ne peut plus produire d'acides gras et ne peut plus produire de cellules. Eh bien, en transformant un petit peu génétiquement cette PSP, du coup, il ne devient plus la cible du glyphosate. Et donc, c'est comme ça que les plantes Roundup Ready sont résistantes au glyphosate. Voilà. On a aussi cet exemple-là, qui est plus dû cette fois à la sélection naturelle, sur une maladie fongique qui est la septoriose, et pour lesquelles on observe ce type de résistance par rapport au triazole. Voilà. Autre type de résistance, donc toujours la cible, mais cette fois, regardez, j'ai un certain nombre de cibles. Effectivement, mon point rouge va aller inhiber une cible, mais pas toutes les autres. Donc en fait, en surexprimant, en multipliant la cible, je peux sans aucun souci me passer de tous les effets du bioagresseur ou de la substance active et garder un fonctionnement normal.
Donc cette multiplication de la cible, on va le voir aussi au champ, notamment par exemple la septoriose, toujours cette même maladie fongique qui présente aussi ce type de mutation par rapport au triazole, qui sont des fongicides. Et puis on va retrouver également ce même principe chez l'amarante et le régras, qui sont des adventices. Et donc on va retrouver ça par rapport au glyphosate, et des mutations qui sont naturelles. Donc voilà pour nos résistances qui sont liées à la cible, hein, modification de la cible et multiplication de la cible. On va voir maintenant les résistances qui ne sont pas liées à la cible, justement, non liées à la cible. Donc on appelle ça les RNLC. Donc là, vous en avez 3 types. Alors, premier exemple, eh ben, je vais tout simplement, une fois que le produit est rentré, une fois que le bioagresseur est rentré, eh ben, je vais tout simplement le détruire, d'accord, le dégrader. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et ce sont des processus qu'on va retrouver dans la défense des végétaux, puisque toutes les molécules antimicrobiennes, par exemple, agissent comme ça, d'accord. Donc, les phytoalexines sont des éléments qui permettent ce type de processus, et donc dégradent des agents pathogènes. Mais on va le retrouver aussi chez des adventices. Par exemple, le vulpin est capable de faire ça avec les inhibiteurs de l'ACCase. Alors, ce sont des herbicides, c'est ce qu'on appelle les DIM, les FOP et les DEN. Et donc, le vulpin présente ce type de résistance. Il dégrade, en fait, tout simplement le produit. Hein, en fait, le vulpin va être capable de produire des enzymes kinases surexprimées qui vont détruire tout simplement le produit herbicide. Voilà. C'est ce qu'on appelle la détoxication. Pardon, je n'avais pas dit le nom. Autre résistance non liée à la cible, eh bien tout simplement, le produit rentre et il est tout simplement éjecté. C'est ce qu'on appelle l'excrétion, tout simplement. Je vais afficher le nom, voilà. Donc ça, on va souvent le retrouver couplé à la détoxication. C'est-à-dire que d'abord il y a la détoxication, puis on éjecte les produits issus de la dégradation du produit, par exemple, de traitement. Sachez qu'on va retrouver ça beaucoup aussi chez les insectes. Alors après une détoxication souvent, notamment chez le dorifort, qui fait ça avec beaucoup d'insecticides. On peut le retrouver sans détoxication. Alors il y a quelques cas qui existent, notamment chez la drosophile, qui est une petite mouche qui va atteindre plutôt les fruits, notamment qui sont en phase de maturation. Et on peut le retrouver également chez certains nématodes où là il y a une excrétion donc directe sans dégradation du produit avant. Voilà pour l'excrétion. Enfin, dernière résistance que je vous présente aujourd'hui. Donc ce produit, au lieu d'être éjecté, dégradé, eh bien, il est tout simplement emprisonné. Et c'est ce qu'on appelle la translocation ou séquestration. C'est-à-dire que on va rendre le produit inactif tout simplement en l'enfermant dans une structure naturelle, ce qui va permettre de fonctionner même avec ce produit. Donc par exemple, on va retrouver ce processus chez le régras d'Italie avec le glyphosate. Et donc ici, chez le régras, ça va être emprisonné dans la vacuole par exemple. Et donc c'est comme ça que le régras d'Italie va être résistant donc, au glyphosate. Et puis, c'est également ce que font les végétaux dans le cadre de leur défense. Lorsque, par exemple, on sacrifie des cellules et qu'on fait justement une espèce de barrière pour éviter que l'agent pathogène ne s'étende sur la plante, eh bien, c'est ce principe-là. D'accord ? On séquestre tout simplement, on isole l'agent pathogène du reste de la plante. Donc voilà, on applique ce même principe de translocation, mais non pas dans une vacuole comme pour le régras d'Italie, mais sur une autre échelle, c'est-à-dire sur plusieurs cellules. Enfin, il existe quand même d'autres résistances et qui concernent surtout les animaux, qui sont plutôt de type comportemental. C'est-à-dire que les insectes vont changer de comportement pour éviter, en fait, tout simplement, les produits de traitement. Je vous donne un exemple. Vous avez un granulé de limaces. Il peut y avoir des limaces qui se disent on ne va pas manger le granulé. En tout cas, elles ne se le disent pas, mais en tout cas, on sélectionne celles qui vont plutôt éviter les granulés, puisqu'il ne reste que celles-là quand les autres sont mortes.
Ou alors on peut avoir des insectes qui modifient leur vol et qui évitent voilà, le produit de traitement encore une fois. Donc on se rappelle bien une chose, c'est que toutes ces résistances sont dues donc à un patrimoine génétique particulier qui n'est pas fait en fonction des produits de traitement pour les bioagresseurs, mais qui est dû complètement au hasard, au gré des mutations. Et seule l'utilisation de la pression liée aux produits de traitement va entraîner une sélection des individus résistants. En ce qui concerne les végétaux et leur résistance, eh bien là par contre c'est le sélectionneur qui vérifie que la plante en question soit résistante et quand il s'avère qu'elle l'est, on la multiplie, on la commercialise, etc. Donc c'est voilà, un processus qui est un petit peu différent, qui va plus vite qu'une simple sélection naturelle, évidemment. Enfin, dans tous les cas, lorsqu'on parle de résistance de bioagresseurs par rapport aux produits de traitement, ce qui entraîne des résistances vraiment avérées et bien fixées dans les populations, c'est de toujours utiliser les mêmes produits de traitement avec les mêmes substances actives. Alors pour cela, il y a quand même des outils qui existent pour essayer de varier justement ces modes d'action. Ce sont les classifications HRAC pour les herbicides, FRAC pour les fongicides et IRAC pour les insecticides, qui sont des classifications des produits et des substances actives en fonction de leur mode d'action. Et donc de ce fait, ça va être beaucoup plus simple d'essayer de varier et comme ça de limiter tout simplement les résistances.